avec Stuart Mill, etc., toute cette résistance culturelle va préparer effectivement la révolution industrielle, c'est-à-dire la deuxième vague de la mondialisation. Cette deuxième vague a eu une révolution industrielle, c'est-à-dire la condensation technologique de toutes les accumulations techniques du Moyen-Âge, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient tirées de la Chine, du monde musulman, etc. Et la mondialisation post-révolution industrielle s'était caractérisée par l'exportation, si vous voulez, de cette révolution au-delà de l'Angleterre, principalement en France de Napoléon III, en Allemagne que préparait Bismarck, et en Amérique du Nord après la fameuse guerre de sécession, et au Japon après la canonnière américaine contre les ports japonais en 1884 ou 85. Et c'est là où le Japon s'était ouvert, c'était un État ancestral, traditionnel, des samouraïs avec le prince, l'empereur soleil, et c'est là où le Japon était ouvert à cette nouvelle mondialisation industrielle. Alors, durant cette mondialisation, on assiste, si vous voulez, progressivement à la fin de l'économie monde, concept cher à Brodel. Alors, avant et pendant l'industrialisation de l'Europe, il y avait, selon Brodel, l'économie monde européenne, l'économie monde islamique, l'économie monde asiatique, etc. Mais il n'y avait pas une économie mondiale. L'économie monde, chez Brodel, ne veut pas dire mondialisation. Mais l'industrialisation de ces pays va les doter d'appareils productifs de plus en plus puissants. Elle va diminuer les frais de transport. La mécanique va entrer dans l'art militaire et ces pays vont être capables d'empêcher l'Inde de s'industrialiser, d'empêcher l'Égypte avec Mohamed Ali de s'industrialiser et de réprimer certaines sociétés comme l'Afrique du Nord et d'autres pour ne pas évoluer vers le capitalisme commercial et vers le capitalisme industriel. Alors là démarre donc la seconde mondialisation dans le fer et dans le sang. Et avec ce démarrage, nous assistons pour la première fois à l'inégalité planétaire. Je vous donne un exemple. Si je prends, là j'ai des chiffres, si je prends le ratio du revenu par habitant du pays le plus riche, à savoir l'Angleterre victorienne, avec la zone la plus pauvre, qu'on peut imaginer que c'était l'Afrique, le ratio était de 3,5, la différence était de 120, il devient 7,2 en 1910 et 17 fois en 1992, si on prend en 1992 un échantillon de 46 pays africains. De la sorte qu'en 1912, l'Américain moyen dispose 17 fois plus de biens et services que l'Africain moyen. D'où l'application de la fameuse loi de développement illégal comme outil d'étude de la mondialisation de la classe. Alors, si je reprends la résistance culturelle, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la reconnaissance de l'homme en tant que primat dans son environnement et en tant que centre d'autonomie décisionnelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme a le droit de prendre l'initiative aussi bien de pensée, d'expression, l'initiative de défendre le droit de propriété, mais en même temps l'initiative économique, c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Liberté pour l'homme d'acquérir autant de biens qu'il veut, d'entreprendre comme il veut et de s'enrichir comme le capitalisme. Alors que le capitalisme, c'est quoi? C'est la projection de ces textes sur le mode de gestion et sur les transactions, c'est-à-dire sur le marché. Alors, le libéralisme, après cette révolution, cette deuxième mondialisation, a connu 3 phases. La première, c'est une phase d'ascension. Elle démarre quand l'Allemagne, la France, l'Amérique du Nord et le Japon ont commencé à s'industrialiser. Et cette phase d'ascension
a rencontré certaines réticences telles que le protectionnisme. Le libéralisme a survécu, si vous voulez, au protectionnisme. Et là, cette phase est caractérisée par les aventures coloniales, pratiquement toute l'Afrique, presque une bonne partie de l'Asie était colonisée, donc le pillage était libéralisé. L'investissement économique, notamment les investissements de mise en valeur des pays européens et l'exploitation des pays extra-européens et la mise en valeur de la Russie via les emprunts russes. Là, cette première phase entraîne ce qu'on appelle des contradictions au sein de l'Occident, puisque l'Occident vient de sortir de ce qu'on appelle les mouvements libéraux nationaux. La formation de l'Italie, la formation de l'Allemagne en tant qu'État national, après bien sûr la Révolution française pour former ce qu'on appelle l'État-nation, et cette ascension du libéralisme s'est achoppée justement aux antagonismes nationalitaires. C'est ce qui a débouché sur la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, et là le libéralisme a chuté. Pratiquement toute la période 1910-1945, le capitalisme a fonctionné. De ce marasme, si vous voulez, de cette contradiction entre la superstructure de gestion politique et le capitalisme économique circonscrit dans des frontières nationales, a été en quelque sorte reflété d'abord par la crise de 1929, la grande crise. Et cette crise s'est généralisée progressivement en Europe, c'est-à-dire après 4 ans, 5 ans, comme la crise actuelle, et ce qui a attisé les velléités nationalitaires, résultat ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, nous assisterons à la troisième mondialisation, ou, si vous voulez, l'avènement de la victoire du libéralisme. Au sortir des décombres et des cauchemars de la Seconde Guerre mondiale, les États vainqueurs, après Yalta, etc., se sont réunis pour élaborer ce qu'on appelle un World Peace System. Dans ce World Peace System comprend dans sa partie institutionnelle tout le système onusien, l'ONU et ses ramifications, l'ONU qui remplace la défunte SDR, la Société des Nations. Mais il comprend d'un autre côté un système de régulation économique, c'est la conférence de Bretton Woods à San Francisco en septembre 1944. Pour comprendre la crise actuelle, il faut revenir à ce que disaient les vainqueurs à l'époque. Ils disaient qu'il faut, primo, pour que la crise ne revienne plus, il faut qu'on gère le problème monétaire. Pourquoi? Parce que, avant la Deuxième Guerre mondiale, le monde était divisé en plusieurs zones. La zone sterling, la zone franc, la Russie qui deviendra l'URSS deviendra une zone, et la zone dollar. Et chacune de ces monnaies était liée par un coefficient à l'or. Donc, à l'époque, on n'avait pas ces problèmes de dévaluation, d'évaluer pour tirer avantage de son voisin, ou réévaluer pour lui donner plus d'avantages, comme on le dit actuellement pour les Chinois. Ce qui est un calcul technique, mais apparemment, il n'a rien de politique, mais en fait, au-delà du technique, il y a d'autres problèmes qui vont se poser. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'or monétaire, là je distingue entre l'or monétaire et l'or commercial. Quand on est gourmet en or, c'est de l'or commercial. Quand on a l'or monétaire, c'est les lingots d'or. Alors dans ce cas, tout pays peut déposer de l'or chez la Federal Reserve System. Et en même temps, il peut, en contrepartie des dollars, redemander la partie de l'or qu'il souhaite.
Pourquoi? Parce que le dollar était jugé à l'époque la seule monnaie d'un pays en fait de vainqueur, et donc la seule monnaie qui devait véhiculer le système économique mondial. Voilà donc deux indices. Ce qu'on appelle actuellement la World Bank et le Fonds monétaire international. La World Bank avait pour mission de participer à la reconstruction de l'Europe et accessoirement du Japon. Et pour les pays du tiers-monde, ça viendra. D'abord l'Europe. Donc on a, si vous voulez, vraiment proposer la World Bank à côté du fameux plan Marshall. Pour le FMI, puisque nous avons le dollar qui est fixé par rapport à l'or, à l'époque c'était 36 $ l'once, les autres monnaies se fixent alors via le dollar donc c'est une interface, et comme le système de schéma pour gérer les problèmes de change, cela veut dire que si un pays, par hasard, souffre d'un déséquilibre extérieur fondamental, c'est-à-dire que sa balance de paiement est très déséquilibrée, le Fonds monétaire international est là pour le pourboire de trésorerie de 3 mois, de 4 mois, ce qu'on appelle les crédits standards, etc., etc. Voilà donc le système. Et en vertu de l'article 8 du statut du Fonds monétaire international, il y a des pays où, pour subvenir à leur déséquilibre commercial, pas de paiement, mais surtout le déséquilibre commercial. La résultante économique de ce que je viens de dire, et la résultante politique également, c'est que la Federal Reserve System, la banque centrale américaine, devient non seulement la banque centrale pour les États-Unis, mais également pour le monde, puisque le monde entier désire les dollars. Donc, quand le président de la banque centrale américaine règle le flux de sortie ou d'entrée des dollars, il le règle et pour la balance commerciale américaine et pour l'économie américaine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis pratiquement les années 50 jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle comptablement la basic balance, la balance de paiement américaine, était constamment au déficit. Le déficit était bon pour les États-Unis. Plus il y a déficit, plus les gens ont confiance au dollar et plus le système marche. Ah, mais alors là, il y a un problème qui va survenir. C'est que, durant les 2 premiers chocs pétroliers, il y avait le général de Gaulle, je cite ça, par exemple, il y avait la France qui a demandé en 1966 la rétrocession de l'or moyennant des réserves en dollars. Donc la France a retiré l'or, l'a remis à contrepartie en dollars. Alors les comptables américains se sont rendus compte qu'il y avait plus de dollars en circulation que leur valeur en or. Bien sûr, on n'en parlait pas. À l'époque, l'Afrique du Sud et la Russie, 2 principaux producteurs de l'or, réglaient à leur façon le système. Malgré l'URSS, il y avait la Naode Bank à Londres, une banque qu'on ne connaît pas, elle n'est pas connue sous le nom de banque soviétique. C'est la Naode Bank qui également aspirait le dollar ou la livre sterling en fonction de l'or produit par la Russie actuelle. L'euro-dollar. Oui, la crise pétrolière s'était traduite, le premier choc pétrolier s'était traduit par un transfert de 6% de la masse des dollars en circulation des pays occidentaux aux pays exportateurs de pétrole. Et les banques américaines et autres devaient recycler, deviendront des pétrodollars. Donc si vous faites l'addition de tout cela, il n'est pas nécessaire d'être un économiste ou un comptable. Si vous faites l'addition des euro-dollars, plus les pétrodollars, plus les dollars qui constituent le déficit de la balance de paiement, résultat, les dollars en circulation n'ont plus de contre-valeur en or. C'est-à-dire que si tout le monde demandait aux États-Unis la rétrocession de l'or, les États-Unis étaient incapables d'honorer leurs engagements. Alors ce système qui s'appelle le GMS, Gold Exchange System, devait s'écrouler effectivement au soir
du 14 août 1971, lors d'un discours du président Nixon, la conversion du dollar en or est suspendue. Ça veut dire, si vous voulez de l'or, allez le chercher ailleurs. Chez moi, je n'en ai plus. Voilà, c'est ça la truc. D'où la fin, si vous voulez, de la gestion par Bretton Woods du système monétaire international. Et depuis lors, le monde a assisté à plusieurs crises financières. Certaines sont douloureuses, d'autres sont moins douloureuses. Peut-être certaines sont perceptibles, d'autres le sont moins. Je rappelle la crise du système monétaire européen. Je rappelle, rappelons les crises récentes, avec la crise de 1987 qui s'était traduite le 25 octobre, si je me rappelle bien, par un krach boursier aux États-Unis. Vous avez une crise américaine également en 1990. La crise asiatique 1997, contrairement à ce qu'on raconte, elle est partie de la Thaïlande pour couvrir la Corée du Sud et puis migrer vers la Russie. On se souvient de la crise de l'abus Internet. Et puis en 2002 ou 2003, il y avait une crise. C'était déclaré au bonjour la fameuse crise. Donc, depuis le discours du président Nixon, on peut dire, contrairement à ce qu'on rapporte officiellement, le système monétaire international, de sa croissance économique, et personne ne peut dire que ma monnaie est d'échange fixe par rapport à seulement, comme le dollar, qui n'est plus la monnaie système, ce n'est plus le système monétaire international, on peut garder des dollars dans les réserves de la banque centrale ou dans les réserves bancaires. Voilà donc, si vous voulez, cette prémisse pour l'actuelle crise, pour voir comment elle a évolué historiquement, ne serait-ce que depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas ici m'étaler sur d'autres péripéties. Seulement, je voudrais là, sur le plan de la gestion politique et de la gestion économique, je voudrais là attirer votre attention sur le fait que depuis 1945 jusqu'au choc pétrolier, le monde industrialisé et une bonne partie des pays du tiers-monde ont redécouvert les charmes du modèle keynésien, c'est-à-dire l'intervention de l'État pour stimuler la demande nationale, la demande interne, et équilibrer donc, ou parer aux équilibres fondamentaux, avec ce genre de politique, le monde vivait encore ce qu'on appelait au niveau de l'entreprise le Fordisme, c'est-à-dire une sorte de consensus social à l'intérieur de l'entreprise entre les salariés, la direction et les actionnaire. À l'échelle macroéconomique, le keynésianisme a favorisé les monopoles syndicaux. Et donc, nous avons vécu, notamment dans les pays occidentaux, ce qu'on appelait autrefois les trois glorieuses ou les trois décennies où le monde économique était stable. Il n'y avait pas de crise fondamentale, il y avait des crises financières et monétaires, mais toujours est-il, la politique économique, l'État, les syndicats maîtrisaient ces crises en partageant la valeur ajoutée. Voilà la part de l'État, la part des salariés et la part des actionnaires. Nous avons, si vous voulez, un système de share, un système de partage. Le mot share, on dire le partage. Donc là, on a colmaté, si vous voulez, les risques de crise. Or, avec les deux chocs pétroliers, les entreprises commençaient à flexibiliser les coûts. Flexibiliser les coûts, pourquoi? Parce qu'avec les deux chocs pétroliers, le monde occidental